L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 248. Ce soir, mon invité est le premier secrétaire délégué du Parti Socialiste et maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. L'hebdo politique. Nicolas Mayer-Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La semaine dernière, vous étiez donc à Montpellier, chez votre homologue Mickaël Delafosse, pour le colloque de refondation, votre courant interne au Parti Socialiste. La presse parle de courant anti-NUPES et anti-Mélenchon. Est-ce que vous validez ces termes? Non, parce qu'on n'est pas anti, c'est pas le sujet. Nous, le Rassemblement de la gauche, je vais vous dire, on est croyants et pratiquants. Moi, je suis maire de Rouen et je m'occupe aussi de l'agglomération rouennaise. Il y a toute la gauche dedans, y compris d'ailleurs des partisans de LFI. Donc c'est pas le sujet. Par contre, on pense qu'aujourd'hui la gauche elle est faible, elle est à moins de 30%, elle est dans un périmètre trop étroit, il y a beaucoup de gens de gauche qui ne se reconnaissent pas dans l'offre de gauche actuelle, et elle est déséquilibrée en termes de respect et d'équilibre des différentes formations de gauche. Donc il y a tout à faire en réalité, et il y a urgence, parce que sinon c'est le Rassemblement national qui va gagner. Alors vous avez créé Refondation, c'est quoi le but à présent de ce mouvement, de ce courant? Quelles sont les principales idées que vous souhaitez donc porter pour la France? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français aujourd'hui qui se sentent orphelins, c'est-à-dire qui attendent une offre de gauche qui n'existe pas aujourd'hui dans le paysage. Parce qu'on voit bien que le monde est insoutenable du point de vue de l'épuisement des ressources naturelles, du point de vue des inégalités sociales, qu'il y a un nouveau modèle à inventer. Alors c'est toujours difficile dans ces cas-là, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Nous, on pense que la gauche a un rôle important à jouer et qu'il faut donc des refondations de cette gauche. Et effectivement, vous avez raison, il faut commencer par les valeurs, les convictions et puis les idées, les projets. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples très concrets. Aujourd'hui, on voit bien que sur la question de l'écologie, souvent quand on prend des mesures, ça peut apparaître comme négatif sur le plan social. Si je vous interdis de prendre votre voiture sous prétexte qu'elle est trop ancienne, ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission, vous allez me dire, t'es gentil, mais moi ma voiture je l'ai payée, j'ai pas les moyens d'en payer une autre, comment je fais, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que quand on vous demande de changer de voiture pour de bonnes raisons, des raisons écologiques ou de santé ou d'environnement, eh bien vous n'ayez rien à payer, en tout cas rien à avancer, vous voyez, ce genre de choses. Autre exemple, sur l'Europe, l'Europe, c'est à la fois évidemment une solution, un grand espoir, et puis pour beaucoup de gens c'est vécu comme un problème l'Europe, parce qu'on a l'impression qu'elle nous impose des règles, des contraintes, etc. Alors qu'en réalité l'Europe c'est notre avenir évidemment, parce que c'est à cette échelle-là qu'on peut régler plein de problèmes. Donc il faut que les nouvelles générations elles soient de plus en plus européennes. Nous on propose Erasmus pour tous, pour que tous les jeunes des nouvelles générations puissent passer au moins 6 mois dans un autre pays de l'Union européenne. Vous voyez, c'est quelques exemples, je pourrais vous donner d'autres exemples. La culture, les transports gratuits, ça c'est très important, je cite ça parce que Mickaël fait ça à Montpellier, nous on développe ça aussi à Rouen. Voilà, c'est des exemples précis pour refonder la gauche en partant d'abord des idées. Parce que sinon, plus personne ne sait ce que pensent les socialistes, c'est quand même dommage. Alors que franchement, il y a des idées qui ont beaucoup de résonance et d'actualité pour aujourd'hui. Alors justement, vous avez parlé de l'Europe. Dans un an, pratiquement, jour pour jour, ce sera les élections européennes. Le débat est lancé à gauche sur la possibilité ou non d'une liste commune entre le PS, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise ou encore le Parti communiste. Mais parlons plutôt du projet que la stratégie politique. Le PS a lancé en avril la Convention Europe. À quoi ça sert justement cette convention et comment ça se déroule aujourd'hui? Oui, ça sert effectivement à réfléchir. Donc c'est animé par un certain nombre d'élus socialistes. Alors ils sont peut-être pas tous connus, mais je vais citer quelques noms. Christophe Clergeau, Nora Mebarek, qui sont tous les deux députés européens. Chez nous, c'est Céline Geisman qui est élue à Strasbourg. Il y a actuellement 3 députés européens du Parti Socialiste à et Strasbourg. vous connaissez Raphaël Glucksmann, qui n'est pas socialiste, mais qui avait porté notre liste en 2019. Bon, il faut commencer, vous avez raison de poser cette question et je vous en remercie de cette façon-là. Il faut commencer par les idées et les projets. Parce que franchement, sinon, on n'entend que liste ensemble, liste séparée. Bon, c'est vachement important, hein, les accords d'appareil, les tractations, la tambouille. Moi, je fais de la politique pour des convictions et des idées. Et donc, il faut commencer par les idées. Nous, on est pro-européens. On peut être très critique sur les politiques européennes. Moi, je suis très critique. J'y ai bossé, donc je peux vous dire, je connais très bien les institutions européennes. Vous avez bossé à la Commission européenne? Oui, je suis fonctionnaire européen aussi. J'y ai passé 5 ans de ma vie. J'y ai plein d'amis. Une partie de mon histoire personnelle. J'ai voté non dans des moments importants, comme 2005, par exemple, sur le débat sur le traité constitutionnel. Mais je sais l'importance de l'Europe. Il n'est pas question de sortir de l'Europe de la défense ou de l'arrêter. Il n'est pas question de sortir de l'OTAN d'ailleurs. On doit être très clair sur le fait qu'on soutient l'Ukraine et le peuple ukrainien et que l'agresseur, c'est
l'autocrate Poutine. On a besoin de plus d'Europe, pas de moins d'Europe. Dans le monde avec des grands blocs, la Chine, les États-Unis, on a besoin de plus d'Europe. Et donc, les alliances, à la fin, il faut être clair. Vous avez, et je le respecte, d'autres formations politiques qui n'ont pas du tout notre point de vue. Ce n'est pas des petites différences, c'est des différences de principe, de nature, pas de mesure, de nature. Dans ces cas-là, à quoi ça rime de brader nos convictions pour faire des accords d'appareil? Allez, il ne faut pas se cacher, c'est pour avoir des places, pour avoir des postes sur des listes. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Justement, la situation en Europe, je l'ai dit, le PS a aujourd'hui 3 députés européens qui siègent donc dans le groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. C'est le groupe auquel appartient le Parti socialiste. Oui, j'ai pas cité européen. Sylvie Guillaume aussi. Ouais. Un groupe qui compte donc 144 députés sur 705 aujourd'hui au Parlement européen. Un groupe mené notamment par les Espagnols du PSOE, un parti qui est en difficulté actuellement en Espagne. Le Premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sánchez, a dissous le Parlement juste après les élections municipales. La droite est annoncée gagnante dans les futurs sondages, ce qui n'inaugure pas forcément de bonnes nouvelles pour la gauche aux élections européennes l'année prochaine. La gauche aujourd'hui en Europe, elle est au pouvoir dans 6 pays sur 27. Est-ce que vous vous inquiétez au niveau européen justement du niveau de la gauche? Oui, parce que l'Europe, c'est ce que nous en faisons, c'est ce que nous choisissons. Là encore, il ne faut pas faire de langue de bois. Souvent, il y a beaucoup d'abstention, les gens ne vont pas voter. Et au final, on se retrouve avec quoi? Avec une Europe qui est très majoritairement à droite, vous venez de le dire, et ça se voit dans les politiques. Alors l'Europe a évolué quand même, faut être nuancé. Moi j'ai connu, je vous ai dit, Bruxelles entre 2003 et 2008 dans ma vie perso. Depuis, il y a quand même le Green Deal, il y a quand même des inflexions en matière notamment environnementale. L'Europe est plus écolo qu'Emmanuel Macron, hein. Ça, sans aucun doute. Hein. Et d'ailleurs, la France peut dire merci à l'Europe sur la partie écologique. L'Europe a réussi à impulser notamment sur ces questions. Mais par contre, en matière économique, de mondialisation, en matière d'industrie, on n'est pas du tout suffisamment fort, suffisamment protecteur. En matière sociale, c'est une catastrophe. Il y a très peu de politique sociale au niveau européen, etc., etc. Et puis les droits fondamentaux aussi sont battus en brèche dans certains pays. Je pense à la Hongrie, par exemple. La liberté de la presse, les droits des femmes aussi. Bon, donc il y a tout un travail. Et donc on a besoin de plus de gauche. Et pour avoir plus de gauche, il faut avoir d'une part plus de votes, donc avec des projets, des convictions, et puis aussi des listes qui permettent une offre politique plus large. Parce que je rappelle que ce n'est pas du tout le même mode de scrutin qu'une élection nationale. Quand vous avez une élection nationale présidentielle, avec 2 tours, ou au 2e tour... Il faut absolument être au 2e tour. Voilà, il faut absolument être au 2e tour. Bon, là, effectivement, il y a une pression pour se rassembler au 1er. Mais quand vous avez un mode de scrutin européen, c'est 1 tour à la proportionnelle. Donc là, au contraire, les études montrent très bien, les sondages montrent très bien que si vous avez plusieurs listes, vous avez plus d'élus. Donc moi, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut plus ou est-ce qu'on veut moins d'élus de gauche? Moi, je veux plus d'élus de gauche. À l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai dernier, vous avez publié une tribune dans le journal du Dimanche avec 200 personnalités de gauche pour justement défendre un Erasmus pour tous. Vous en parliez justement il y a quelques instants. Alors il y avait Erasmus, maintenant il y a Erasmus+. Oui. Vous souhaitez aller encore plus loin. Concrètement, comment ça se passe? Oui, parce que Erasmus, c'est une idée magnifique et ça fonctionne. Et globalement, c'est très apprécié. Mais c'est encore assez réservé, pas totalement, je ne veux pas être caricatural, mais à plutôt des étudiants relativement aisés, pas que, mais quand même en proportion. Maintenant, il y a eu aussi, on a ouvert à l'apprentissage, aux professeurs également. Oui, tout à fait. Mais reconnaissons qu'en volume, ça reste faible. Et quand vous avez une bourse Erasmus, son montant, c'est quelques centaines d'euros, et pas négligeable, hein, attention, hein, c'est très important. Mais il faut forcément des fois un peu. C'est pas suffisant. Et en fait, compléter la différence. Vous avez beaucoup de. Et puis c'est pas forcément ancré dans les mœurs pour tout le monde. Pour beaucoup d'écoles ou d'universités, dans des études supérieures, c'est assez classique de faire au moins 6 mois dans un pays étranger de l'Union européenne. Pour plein d'autres formations, Bac+1, Bac+2 ou infrabac, c'est pas du tout prévu. C'est pas du tout prévu, c'est même pas envisagé. Une espèce d'autocensure. Donc il faut faciliter tout ça beaucoup plus. Donc Erasmus pour tous, c'est une belle idée. Je trouve qu'il faut du souffle aussi pour l'Europe. Il faut un espoir. Quoi. Parce que si on parle que de traités, de listes, c'est quand même très technocratique tout ça. Et le souffle et l'idée, l'utopie qu'on porte, c'est de dire que les nouvelles générations puissent toutes faire, quel que soit leur niveau d'études, nourris, logés, blanchis, au moins 6 mois dans un autre pays de l'Union européenne. Voilà. Et ça, ce serait une belle idée. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en termes d'éducation et puis d'édification personnelle, bien sûr, parce qu'on apprend énormément quand on se retrouve dans une autre culture, et aussi en termes de compréhension de l'autre.
Parce que reconnaissons que l'Europe, si je vous demande en Finlande ou en Croatie, la Croatie c'est un peu particulier, mais vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois, je dis la Croatie parce que en fait c'est pas l'Union européenne au sens strict. Vous pouvez aller par exemple en Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne. Voilà. Bon, mais en fait vous constatez qu'à chaque fois il y a des différences culturelles importantes. À vrai dire, en France, si vous prenez Lille ou Marseille, il y a des différences culturelles importantes aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en ayant une vision large de l'Europe, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, mais moi je trouve qu'elle pour l'instant, mais aller faire des Erasmus, pas aujourd'hui hein, évidemment, mais un jour cette idée que demain on puisse mieux se connaître et mieux se comprendre, je pense que ce serait formidable. Donc voilà, une utopie que l'on essaye de porter. Cette idée, c'est aussi donc l'Erasmus pour tous, c'est on va dire d'intégrer un peu tout le monde à ce projet européen aujourd'hui. Toute la jeunesse. Vous en avez voilà. Et que ça devienne banal, comme l'air qu'on respire. Vous avez dit aujourd'hui que l'Europe était perçue comme parfois contraignante. Il y a une forme de décalage entre les citoyens, l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour rapprocher tout ce monde? L'Europe est souvent vue comme un problème, alors que c'est fondamentalement une solution. Pourquoi? Parce que tous les grands sujets de ce siècle, le réchauffement climatique, c'est pas en France, c'est le monde entier, on va dire. On sera plus efficace. Les migrations, les questions migratoires, qui vont pas s'arrêter, et notamment à cause du réchauffement climatique. C'est pas un sujet national, mais vous pouvez aller très loin comme ça. La régulation de la finance et l'ultra-finance, elle est mondialisée. La question du numérique, les GAFA, le rapport géopolitique à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, au bloc africain qui se développe phénoménalement, etc., etc. Donc on a besoin d'être à l'échelle des sujets. Le problème, c'est que quand vous montez d'échelle, vous perdez en proximité. Et donc pour beaucoup de gens, l'Europe au niveau local, d'abord il n'y a pas monsieur ou madame Europe au coin de la rue, dans le marché le dimanche. Et on voit par contre les normes, les contraintes. Et donc on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter pour pas dire autre chose. C'est souvent le bouc émissaire facile. Voilà, et puis pas de langue de bois, les élus, quand ça va bien, on dit c'est grâce à nous, puis quand ça va pas, on dit c'est la faute de Bruxelles. Bon, je rappelle que l'Europe, c'est des décisions, la plupart du temps, faites avec les États membres, par les États membres, donc c'est-à-dire par nous en réalité. Bref, tout ça pour dire qu'on a besoin de plus de proximité. Donc pour moi, il faut remettre plus de démocratie, plus d'associations directes, plus de compréhension culturelle, tous les enjeux culturels qui créent un affectio societatis, si vous voulez. Par exemple, Rouen est candidate pour être capitale européenne de la culture. De la culture en 2028. Voilà, en 2028. Ça, c'est très important, parce que c'est évidemment important pour Rouen, pour la vallée de Seine, c'est important aussi pour le lien avec l'Europe. Voilà. Et puis des projets concrets. Vous voyez, Erasmus, c'est un projet concret. C'est une utopie, un espoir, un souffle, mais c'est aussi un projet concret. De la même façon qu'Airbus, qui est un projet européen, c'est un projet concret. Et c'est ça qui marche. Alors récemment, Emmanuel Macron, lors du discours de Bratislava, a souhaité promouvoir l'élargissement de l'UE. Donc, on parle de 6 pays potentiels, l'Albanie, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldavie et puis l'Ukraine dont on parlait. Sur les 10 dernières années, la question de l'élargissement de l'UE, c'était un peu un tabou. On était plutôt sur la tendance inverse avec le Brexit. Aujourd'hui, est-ce que vous soutenez cette tendance? Est-ce que ça peut être une bonne chose ou pas? Oui, sur le principe. En fait, quand on regarde à chaque élargissement, chaque extension de l'Union européenne, qui a commencé à 6 avec les pays fondateurs, c'était à peu près à chaque fois, pas toujours, mais quasi à chaque fois, motivé par des raisons géopolitiques fondamentales. La révolution des œillets au Portugal, et le Portugal ensuite qui intègre la Grèce, le régime des colonels, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois, quasi à chaque fois, vous avez un lien, c'est le sens de l'histoire si vous voulez. Et l'Ukraine, géographiquement, est en Europe. On est à l'ouest de l'Oural, on est en Europe. Et fondamentalement, d'ailleurs, on accueille beaucoup de réfugiés ukrainiens ici à Rouen, on partage beaucoup de choses. D'ailleurs, cette année, les fêtes Jeanne d'Arc étaient sous le parrainage, le marrainage des femmes combattantes ukrainiennes. Et voilà, pour l'anecdote, dans l'équipe des tireurs ou tireuses d'élite de l'armée ukrainienne, il y a une femme, tireuse d'élite donc, sniper, dont le surnom dans l'armée ukrainienne est Jeanne d'Arc. Donc bien sûr qu'il y a des liens très forts. Après, l'expérience des intégrations précédentes, les anciens pays de l'ex-bloc soviétique, que je dise pas de bêtises, la Slovaquie, etc., la Slovénie, voilà, tous ces pays, quand ils sont entrés, pareil, c'était le sens de l'histoire. Mais ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Attention, parce qu'il y a une question d'intégration et d'harmonisation. Et c'est comme une famille, plus on est nombreux, plus c'est compliqué de s'entendre a priori. Donc attention à bien préserver nos valeurs fondamentales, en particulier les droits humains. Parce qu'on le voit sur des sujets fondamentaux, la liberté, le droit à l'intégrité et au respect de son corps, notamment pour les femmes, je pense à l'avortement, la liberté de la presse, la démocratie au sens large. La France défend aussi la laïcité,
qui n'est pas une conception partagée partout en Europe. Hein. Toutes ces valeurs, je pense, sont des valeurs qui peuvent être remises en cause, y compris très gravement. Donc il faut faire très attention. L'Europe, ça ne peut pas être qu'un marché. Sous prétexte d'intégrer, on va faire un marché intérieur. Bien sûr que c'est une puissance, la puissance économique. Mais l'Europe, c'est une communauté de destin et de valeurs. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième partie de l'hebdo politique. L'hebdo politique. Toujours avec Nicolas Maillard-Rossignol, premier secrétaire délégué du Parti Socialiste et maire de Rouen. Depuis mercredi, l'Armada est de retour dans la ville. Un large rassemblement de grands voiliers qui est organisé donc tous les 4 à 6 ans depuis 1989. C'est un événement qui a su s'imposer dans le cœur des Rouennais. Ah bah oui, c'est culte, c'est culte. C'est l'événement à ne pas rater. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est une fête extraordinaire. Franchement, il n'y a pas mieux en France, hein. Enfin, et je ne dis pas ça pour vendre Rouen, c'est le plus grand, si ce n'est, oui, le plus grand rassemblement de voiliers en France et l'un des plus grands au monde. Et vous avez parmi les plus beaux et les plus grands voiliers du monde. À 1h30 de Paris, dans un endroit magnifique qui est Rouen, qui est l'agglomération rouennaise, vous avez plein de choses à faire autour, il y a tellement à voir dans notre région, en Normandie. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. 6 millions de visiteurs donc attendus cette année, ça crée des retombées économiques et touristiques intéressantes pour la ville, pour l'agglomération. Oui, alors c'est toujours très difficile à quantifier à l'euro près, mais c'est clair, oui, bien sûr. Énormément de visiteurs, énormément de touristes. Et puis les touristes, c'est pas que des étrangers, même si on est très content d'accueillir des étrangers, c'est aussi tout simplement des Normands et puis aussi des habitants de la métropole qui redécouvrent. Je vous dis, c'est la fête. Donc c'est la fête et la fierté. Et c'est aussi l'occasion, je pense, de mieux découvrir ou redécouvrir Rouen, parce que vous voyez ici, on est à Lettres Saint-Maclou. Lettres Saint-Maclou, c'est le seul site comme cela en Europe. Il a été restauré, vous le voyez autour de moi, il n'y a pas longtemps. Il fait partie de ces éléments qui font que Rouen connaît aujourd'hui un nouveau développement, une nouvelle dynamique. On le voit très bien sur l'immobilier, on le voit très bien sur les quais, on le voit très bien sur les fêtes Jeanne d'Arc. Et je pense qu'on va le voir aussi sur l'Armada. Il y a énormément de choses à redécouvrir. C'est une ville qui gagne, c'est un territoire plus que la ville, qui gagne à être connue. Alors 6 millions de visiteurs attendus, c'est aussi l'occasion de faire passer des messages. Vous avez souhaité cette année donc sensibiliser à la protection des fleuves et des océans. C'est un thème qui vous tient à cœur à Rouen ? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est la raison d'évidence, c'est que c'est l'enjeu de ce siècle, la protection de notre environnement. Et que l'Armada s'y prête parfaitement, puisque le cœur de l'Armada sont les bateaux et la Seine. Les voiliers, donc les fleuves, les océans. C'est logique finalement. Donc partenariat avec l'Institut mondial des océans, meilleure compréhension du fleuve. Vous savez, la Seine a été, excusez-moi, mais violée depuis l'après-guerre. Pour des raisons qui, à l'époque, je ne juge pas, étaient compréhensibles. Il fallait reconstruire la France. On a mis des usines. Les usines, elles polluent. La Seine, elle a été contaminée pendant très longtemps. Ça va mieux, mais ça reste, parce que vous avez des polluants qui restent longtemps, dans les boues de dragage, par exemple, de la Seine. Pendant très longtemps, la plupart des poissons de la Seine étaient hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils changeaient de sexe dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils mangeaient des perturbateurs endocriniens qui étaient des polluants qu'on trouve dans les boues de la Seine, dans le fond de la Seine, etc. etc. Je ne veux pas faire peur, mais c'est une réalité. Et puis il y a les évolutions à venir, le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de l'eau. Maintenant, il y a des projets même pour se rebaigner dans la Seine. Oui, mais il y a aussi des dangers, parce qu'avec le réchauffement climatique, le niveau de l'eau va monter. Donc des zones qui n'étaient pas inondables vont le devenir à horizon 2050-2100. Il faut dire la vérité. Donc comment est-ce qu'on appréhende tout ça ? Donc l'enjeu écologique, il est majeur. Puis il y a la question des plastiques, zéro plastique, la question de la protection de la biodiversité, etc. Ça, c'est la première raison. Et puis il y a une seconde raison qui est liée à la première, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, on est candidat pour être capitale européenne de la culture en 2028. Il y avait 9 candidatures en France au départ, il n'en reste plus que 4, donc on a déjà passé avec succès, brio, comme une première la présélection. Première phase. Des villes comme Nice, Bastia, Reims, Amiens, Saint-Denis n'ont pas été retenues malheureusement pour elles. Et il reste Clermont-Ferrand, Bourges, Montpellier et Rouen. Alors c'est pas que Rouen, c'est Rouen, vallée de Seine normande, de Giverny jusqu'au Havre. On est tous rassemblés et le lien, c'est notre lieu, c'est la Seine. Et donc l'Armada, qu'est-ce qu'il y a de mieux comme écrin pour montrer notre candidature. Donc vous allez voir partout des affiches, des panneaux, des explications sur notre projet de capitale européenne de la culture. En 2028, ça pourrait être la prochaine édition de l'Armada. Et en plus, oui, alors c'est possible. Ça dépend un peu des marées. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais oui, c'est possible. Alors début 2021, justement, on parle de la Seine. Vous avez décidé avec les maires de Paris et Le Havre de relancer l'axe Seine grâce donc à une coopération renforcée autour de ces enjeux climatiques, de mobilité ou encore de culture dont on vient de parler. Alors l'axe Seine, pour donner un ordre d'idée, c'est 11 millions d'habitants
28% du PIB de la France. Économiquement, c'est un enjeu hyper important pour l'aménagement du territoire. Et oui, et vous venez de le dire, c'est pas un enjeu local, c'est un enjeu en fait d'intérêt national et même européen, parce que c'est un des premiers corridors qui relie donc Paris, qui est une des plus grandes mégapoles du monde, à la Seine et à la mer. Et donc l'enjeu de l'accès à la mer, vous savez 80 à 90% des marchandises dans le monde sont transportées par bateau, par voie maritime, c'est un enjeu stratégique. C'est la même chose pour Pékin, c'est la même chose pour toutes les grandes mégapoles du monde. Et donc c'est un enjeu majeur qui ne concerne pas que les Normands, puisqu'on travaille avec les Franciliens, et l'entente de l'axe Seine dont vous parlez, elle rassemble aussi les élus locaux sur le bord de Seine, en région Île-de-France, en amont en fait de Giverny, en remontant vers Paris, jusqu'à Paris avec Anne Hidalgo effectivement, avec Patrick Ollier pour le Grand Paris et puis avec Édouard Philippe pour le Havre. On s'entend très bien, on n'est pas du même bord politique, mais on s'entend très bien, vraiment, hein, là encore c'est sans langue de bois, il y a une vraie communauté de points de vue pour cet enjeu. Sur quoi les enjeux économiques, je viens d'en parler, l'énergie, parce que historiquement cette vallée de Seine elle est très carbonée, il faut la décarboner, mais en même temps on veut créer de l'emploi, de l'industrie, de l'activité économique. Donc c'est du photovoltaïque, on a créé une société commune avec des millions d'euros dedans pour capitaliser, pour investir. Ça peut être de la biomasse, ça peut être de l'hydrogène, on a des projets magnifiques, l'éolien marin du côté du Havre, etc., etc. Et la logistique, pour utiliser mieux le fleuve, mieux le train et moins les camions, parce qu'aujourd'hui 80-85% des marchandises en France et sur l'axe Seine, à Aropa, les 3 ports de Paris-en-Loire, 85% passent par camion. C'est nul. Si vous allez à Hambourg ou à Anvers, c'est pas du tout le même chiffre. Et pourtant, ils sont meilleurs que nous économiquement, donc on va pouvoir faire mieux. Et puis la culture, mais j'en ai déjà parlé. Alors justement, l'axe Seine, vous parliez du transport autoroutier. L'axe Seine représente déjà 50% du fret fluvial français. Oui, mais il est très faible. C'est assez faible, mais ça représente 50%. Donc, oui, mais c'est 50% de pas grand-chose. Le transport maritime doit-il se développer, selon vous? Peut-il constituer une alternative justement à ce transport routier dont vous parlez? Alors, le transport fluvial. Le transport maritime est déjà très développé, puisque pour des raisons liées à la mondialisation, vous connaissez les grands porte-conteneurs, 80%, je crois, quelque chose comme ça, des marchandises sont transportées dans le monde par bateau, voie maritime. Mais une fois que vous arrivez au Havre et que vous voulez arriver à Paris, c'est plus compliqué. Là, le transport maritimo-fluvial, sur 100 marchandises d'Aropa, import ou export, 85 par camion, 10% par fleuve, 5% par le train. C'est nul. Et encore une fois, les meilleurs ports d'Europe, ils sont dans le nord de l'Europe, Rotterdam, Anvers, Hambourg. La part train-fleuve, dans ces ports-là, elle est beaucoup plus forte. Donc ils sont meilleurs au plan économique et meilleurs au plan écologique. Donc on doit pouvoir faire mieux. Et le mot-clé, c'est décarbonation. Ça veut dire quoi? Mettre plus de barges, si possible des barges électriques ou à hydrogène. Ça veut dire faciliter les conditions économiques d'utilisation du fleuve. Ça veut dire miser sur le ferroviaire, le train, le train, le train. Aujourd'hui, on n'a pas assez de lignes. On a des lignes qui sont développées pour le fret ferroviaire, Serqueux-Gisors par exemple. Bon, c'est pas toujours simple, vous avez vu les déclarations de Mme Pécresse. On va justement y revenir. Mais c'est l'avenir. Donc justement, outre ce transport fluvial, vous souhaitez également donc développer l'axe ferroviaire de la Seine, du Havre à Paris, notamment avec le projet donc de la ligne nouvelle Paris-Normandie. C'est une promesse qui a été faite il y a quelques années déjà maintenant par Nicolas Sarkozy en 2007 et qui traîne en longueur. Aujourd'hui, donc l'aboutissement du projet, il est prévu donc pour 2040. Mais donc vous venez de l'évoquer, la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'y oppose. Elle reproche donc à l'État de dépenser près de 11 milliards d'euros pour cette ligne, alors que la région Île-de-France souffre déjà d'un sous-investissement donc en termes de transport. De plus, le projet donc consommerait 280 hectares de terres agricoles dans le département des Yvelines. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette position de Valérie Pécresse ou pas du tout? Je pense qu'il y a des raisons qui sont un peu conjoncturelles. Il y a des élections bientôt, sénatoriales. Il y a des négociations en cours entre la région Île-de-France et l'État sur ce qu'on appelle les contrats de plan. En gros, les investissements et combien l'État est prêt à mettre pour aider la région Île-de-France. Je pense qu'il y a un peu un jeu de rapport de force dans cette période. Mais si on regarde avec une vision large, en essayant de prendre un peu de hauteur de vue, aujourd'hui, je pense qu'en Île-de-France, les franciliens, et Mme Pécresse également, n'aiment pas beaucoup voir autant de camions se déverser sur les routes d'Île-de-France. Et tous ces camions, vous en avez beaucoup qui viennent de l'axe Seine, parce qu'il y a des usines, parce qu'il y a de l'import-export, parce qu'il y a des céréales, parce qu'il y a du pétrole, etc., etc. Donc, il faut changer ça. Et encore une fois, ce n'est pas un enjeu anti-économique. Les meilleurs ports d'Europe du Nord,
d'Europe, ils sont en Europe du Nord, ils sont meilleurs au niveau économique et écologique. Et c'est mieux pour tout le monde. Donc en fait, on a un intérêt commun. Et c'est à l'État de porter cela. Et moi, je salue, il y a beaucoup d'élus franciliens, dans les Yvelines par exemple, qui soutiennent le projet parce qu'ils ont compris. Alors c'est vrai que ça peut générer des nuisances, y compris chez nous. Hein. Mais vous savez, en Normandie, on a aussi des nuisances. On a des raffineries pour du pétrole qui est consommé en Île-de-France. Bon, c'est un enjeu de solidarité aussi. Mais je pense que c'est gagnant-gagnant. Et globalement d'ailleurs, en France, on a besoin de plus de trains, on a besoin de plus de ferroviaire. On a trop diminué le ferroviaire. C'est pas une histoire de TGV en l'occurrence, hein, puisque Rouen-Paris c'est 120 km, il n'y a pas besoin d'être à 300 km/h. Hein. Mais par contre, on a besoin de plus de sillons. Vous voyez, moi hier, je prenais le train pour revenir de Paris. Il y a eu un ballast mis de façon intentionnelle d'ailleurs sur la voie. Le train de devant, il s'est retrouvé bloqué. Bon, mais il n'y avait pas assez de sillons, on était bloqué aussi. Et on a pris une demi-heure, 40 minutes de retard. Et c'est malheureusement trop fréquent, régulier. Et ceux qui prennent le train régulièrement, ils le savent très bien. Hein. Et tout ça est congestionné. Donc il faut arriver à changer ça. On a besoin de plus de trains. Pour ça, il faut y aller tous ensemble. Il faut pousser le projet ensemble. Merci beaucoup, Nicolas Maillard-Rossignol, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes le premier secrétaire délégué du Parti Socialiste et maire de Rouen. C'était le dernier numéro de l'Hebdo Politique de la saison. Merci de nous avoir suivis cette année. Je vous souhaite un très bel été sur Sensation. L'Hebdo Politique.